Troisième mention, ex aequo pour Ceci est mon corps, auteur-réalisateur Jérôme Clément-Vils, production Kidam et Squat, diffusion sur Arte. Alors, ce qui nous a beaucoup frappé dans ce documentaire, outre l'histoire de ce jeune homme, c'est le déni parental. C'est la manière dont des parents, à qui un enfant vient confier qu'il a été violé par, là c'était un curé à tel moment de son histoire, les parents ne croient pas, les parents ne protègent pas, et cet enfant est laissé totalement à l'abandon par rapport à quelque chose qui lui est arrivé de gravissime. Christine Ascoli, psychologue clinicienne, vous présente ce documentaire. C'est un documentaire à la fois très touchant et très éclairant, parce qu'on accompagne un jeune homme dans un parcours, une quête de réparation après un traumatisme sexuel dans l'enfance. Et ça nous émeut beaucoup. C'est très éclairant parce que ça montre avec une vraie acuité et une vraie humanité la façon dont un traumatisme sexuel peut avoir des conséquences extrêmement délétères et extrêmement invalidantes dans un parcours de vie. Entre autres, par la fonction d'un déni parental que ce documentaire nous montre avec beaucoup de précision, avec des parents aimants, des parents attentifs, mais qui par ailleurs n'arrivent pas à se représenter ce qu'a vécu leur enfant. Même à l'âge adulte, le déni n'arrive pas vraiment à se lever. Peut-être de façon ponctuelle, mais pas plus. Ça souligne une fois encore à quel point pour un enfant, ne pas être entendu, ne pas être reconnu dans le drame qu'il vient de vivre, dans cette tragédie-là, l'enferme dans une chape de silence qui l'isole du monde, et enfin des autres, et du monde. Et ça peut l'accompagner toute sa vie. C'est très finement montré dans ce documentaire. Le deuxième point, c'est autour de l'amnésie traumatique. On a une image très théâtrale de la levée de l'amnésie. On imagine le rideau qui se lève et la scène qui apparaît dans tout son récit et sa présence. Ça fonctionne le plus souvent d'une façon très différente. C'est-à-dire que la mémoire lâche une sensation, un souvenir de façon parcellaire, que petit à petit elle tricote un récit lacunaire et que c'est avec ça qu'il va falloir pouvoir refaire son chemin de vie. Là, on le voit tout à fait. Il n'empêche que dans ce film apparaît vraiment l'idée que peu à peu les choses se ravaudent et que ce jeune homme peut s'approprier son récit de vie. Le troisième point, beaucoup plus subtil, mais je trouve qui est montré de façon touchante dans le documentaire, c'est la façon dont le corps porte trace du désastre. On voit au fil du temps ce jeune homme changer physiquement, s'approprier son corps, y être infiniment plus à l'aise, ça se voit, même devenir plus beau, et ça c'est extrêmement touchant. Je suis dans le jardin de l'intendance. Tu reconnais? Dans le jardin de quoi? De l'intendance, c'est celui qui est rue de l'intendance. Là, j'ai défilé en louveteau aux fêtes de Jeanne d'Arc. C'est lui. Je me souviens, du fond de la cantine, depuis la table de direction, Olivier me regarde, me fait venir et me serre contre lui. J'ai des trous dans la mémoire. J'aimerais qu'Olivier me dise tout ce qu'il m'a fait, mais je sais que c'est plus possible. Seules les dernières années émergent, et dans mes souvenirs, souvent, je me vois sonner à sa porte, ressortir par le jardin, mais de ce qui s'est passé entre, rien.
Je demande au réalisateur Jérôme Clermont-Vix, auteur et réalisateur, de bien vouloir nous rejoindre. C'est terrible parce que ceux qui doivent nous protéger ne nous croient pas. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que ça quand on ne peut même pas se confier à ses parents et les avoir comme protecteurs, Bernard? Oui, d'abord, après avoir écouté Christine Ascoli et son commentaire tout à fait subtil de ce film, vous voyez la chance que j'ai de diriger l'Institut contemporain de l'enfance avec elle. Merci beaucoup. Alors, je trouve... Non, mais je trouve plusieurs choses. D'abord, là, on peut parler de déni. C'est pas tout à fait comme dans l'autre film où il y avait vraiment une décision de silence assez consciente, de pas troubler l'institution, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment de l'ordre du déni chez les parents qui ne peuvent pas. Alors, il y a le jeune là, est pris entre deux choses. Il y a son amnésie à lui et il y a le déni des autres. Comment on construit un récit avec ça, hein? Je rappelle que La Rochefoucauld avait dit toutes les catastrophes sont supportables ça demande à vérifier, mais enfin bon. Toutes les catastrophes sont supportables pourvu qu'on puisse en faire un récit. La narrativité, le récit, c'est absolument essentiel pour pouvoir supporter quelque chose qui a été terrible. Et là, il a deux obstacles fondamentaux. Il en a un en lui, sa propre amnésie traumatique, on pourrait dire latence traumatique aussi, peu importe. Et puis, il y a le déni des personnes qui pourraient l'écouter. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Et là aussi, une autre référence littéraire, Primo Levi. Primo Levi, si c'est un homme, quand il est rentré des camps de concentration, là, je ne sais pas si la catastrophe est supportable, même si on peut la raconter. Mais enfin bon, en tout cas, il a voulu la raconter. Et quelque chose de très traumatique pour lui, c'est quand un jour, il a voulu raconter ça, il était à table avec sa famille, sa mère s'est levée et est partie faire autre chose. Elle ne voulait pas entendre ce qu'il commençait à pouvoir essayer de dire en dépit de toutes les difficultés. Je ne dis pas que c'est directement à cause de ça qu'il s'est suicidé quelques années après, mais je veux dire, la catastrophe sans témoin est une catastrophe majorée, et le déni des parents, là, est quelque chose qui majore la catastrophe aussi. Alors ce film qui ne va pas être diffusé est toujours disponible en accès libre sur la plateforme d'Arte, Arte TV, et la chaîne YouTube d'Arte, et ce jusqu'au 20 avril 2027. Jérôme Clermont-Vix, un mot. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix. La nuit dernière, Andrea Bescon, autrice et réalisatrice des Chatouilles, l'a passée en garde à vue pour avoir manifesté devant le ministère de la Justice. Elle aura passé plus de temps derrière les barreaux que l'immense majorité des violeurs d'enfants. L'affaire Liana me fait saigner les oreilles. Quand j'entends parler de dysfonctionnement de la justice, quand je vois le nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateaux crachés sur les juges, je ne peux voir qu'une immense explosion d'hypocrisie. Depuis des dizaines d'années, voler un rouleau de PQ a plus de chances de vous envoyer devant un juge que de violer un enfant. Depuis des dizaines d'années, des mouvements citoyens demandent au droit, à la police et à la justice d'évoluer, mais tout est silent. Or, toutes les 3 minutes, un enfant est violé en France. Dans le cas qui me concerne, mon violeur a bénéficié de 35 ans d'impunité. 35 ans, ça sonne comme un chiffre neutre, presque abstrait. Mais c'est des centaines et des centaines de viols. C'est des tierges dans des anus de petits garçons. C'est nos tentatives de suicide. C'est nos vies cassées en deux. Depuis des dizaines d'années, je me noyais et il n'y avait pas de bord à la piscine. C'est ça ce qu'on appelle la deuxième victimisation. Quand la société nous regarde nous noyer et qu'il n'y a pas de bord à la piscine. Ces dernières semaines encore, on m'a rétorqué plusieurs fois, il n'y a qu'un coupable en fait, c'est le violeur. Mais c'est pas vrai. Car ouais, je le dis, il faut un village pour violer un enfant. Il faut un village pour protéger un violeur. Il faut des familles pour protéger des violeurs. Il faut des dizaines de personnes qui ferment leurs oreilles, qui n'entendent pas, qui ne relèvent pas. Par flemme, par manque de courage, par manque d'attention pour ses propres enfants. Et remettre en cause la parole des victimes,
Remettre sans cesse en cause les faits et les responsabilités, c'est ça, la deuxième victimisation. Et cette deuxième victimisation, elle vient de nos plus proches. Et elle dure souvent toute une vie. J'adresse donc cette question à chacun de nous, à chacun de vous. Avez-vous été là quand on avait besoin de vous? Avez-vous à chaque fois écouté quand il le fallait? Avez-vous réagi? Avez-vous vraiment fait tout ce que vous pouviez? Mon bord de la piscine, ça a été le cinéma documentaire. Et je veux remercier toute l'équipe du film pour avoir cru dès le début que dans ce marasme, il était important de faire œuvre. Une œuvre politique qui deviendrait un objet collectif. Mon bord à la piscine, ça a été mes avocats, Maître Edmond Claude et Antoinette Fréty. Il a fallu soulever des montagnes de poussière qui recouvraient mon histoire, et ils l'ont fait patiemment, obstinément. Merci pour ce prix, qu'il puisse donner encore plus de levier pour les luttes à venir. Voilà, c'est pour ce genre de témoignage qu'il y a aussi le prix Média Enfance majuscule.